Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui au 82e cycle d'investigation proposé par l'Académie Griffagie. Bonjour Caroline, Bonjour Anastasia, bonjour à tous. comment tu vas? Ça va bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Très bien, merci. Prête pour une nouvelle enquête? Eh bien, on y va. Très bien, on va y aller. Donc, tu ne connais pas ni question ni sujet et tu vas les découvrir dès que tu rentres dans l'état hypnotique. Installe-toi confortablement. Je t'invite à prendre une très profonde respiration pour relâcher et relaxer toutes les tensions dans ton corps. Je vais commencer ma décompte de 10 à 1. Et à chaque palier, ton corps se relâchera plus en profondeur. Maintenant, Caroline, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter au mot autisme. Connecte-toi au mot autisme. Ça va? Tu es là? Oui. Je vais commencer mes questions. Y a-t-il des facteurs relégués au plan physique qui influencent la possibilité de développer des troubles du spectre autistique? Oui ou non? Oui, Lesquels sont-ils? Est-ce que tu visualises quelque chose déjà? je vois un cerveau qui est différent. Les connexions sont différentes. Il y a des zones plus activées que d'autres. En fait, je vois un cerveau dans son entier et je vois que ça s'illumine sur certaines parties plus que d'autres. Les énergies se canalisent plus, alors que d'autres parties sont moins alimentées, moins activées. Mhm. Y a-t-il des causes métaphysiques qui, qui causent ou contribuent à créer des troubles du spectre autistique? Oui, non, en partie. Oui, Lesquels? Tu peux approfondir, s'il te plaît? alors c'est dans le sens où les personnes que l'on appelle autistes sont reliées à d'autres sphères, d'autres perceptions, d'autres dimensions aussi. Il y a une différence de canal et c'est donc une différence de fréquence. Mhm. D'autres choses, tu peux visualiser? En fait, ils reçoivent des informations, ou ils perçoivent des informations que la plupart d'entre nous n'entendent pas ou ne voient pas ou ne ressentent pas parce que
il y a comme un filtre chez nous qui ne se retrouve pas chez les personnes autistes. Quel genre de formation? Comme si ces personnes qu'on appelle autistes ont une perception plus élargie et donc un champ de conscience plus ample, plus déployé. Et en fait, en termes peut-être plus concrets, c'est comme s'ils percevaient davantage ce qui nous est invisible à nous. Mhm. Bien. Observe et décrit le chakra en relation avec l'état de trouble de spectre autistique. Alors je vois que les chakras, 3 premiers chakras ne sont pas bien activés. Le chakra, racine, sacré, ils sont un peu ralentis ou un peu éteints. Et ce qui est très activé, ce sont les chakras, de la glan le 3e œil, le chakra coronal. Et là, le coronal, il est très ouvert et ainsi ça fait une division, enfin une connexion qui ne se réalise pas, comme si ces personnes autistes n'étaient pas suffisamment ancrées dans leur corps et donc dans le physique, ainsi dans la matière. Donc c'est ça, c'est vraiment un manque d'ancrage et ce qu'on peut traduire par un rapport altéré à la réalité partagée par le plus grand nombre. Et c'est pourquoi ils sont pas là. On a l'impression que il y a personne dans le corps. Donc ça crée les troubles du contact, de la relation, de la communication. Et c'est pour ça qu'ils ne regardent pas non plus, hein, ils ne peuvent pas fixer quelqu'un dans le regard parce que c'est pas les yeux physiques qui sont mobilisés, mais c'est l'œil intérieur qui regarde ailleurs. Donc ils sont dissociés, hein. Ce qu'on appelle dissociation, c'est ils sont là, mais ils sont ailleurs. Mhm. Donc le corps, il est mis en mode automatique. Il a ses fonctions primordiales, mais autrement, il n'est pas animé par la conscience qui ne se diffuse pas dans tout le corps. Alors c'est comme un refus d'être là aussi, hein. C'est comme si quelque chose n'avait pas été bien achevé ou bien réglé, bien aligné. Mhm. Intéressant. Les corps dimensionnels d'un sujet autiste différents-ils de ceux qui ne le sont pas? Oui, non, partie. Les causes dimensionnelles, Le corps dimensionnel. les corps dimensionnels, alors, ils, en fait, si quand même, c'est les mêmes. Quelles sont les différences? Et s'il y en a ou pas? Et ben, en fait, ce sont les mêmes, mais ils ne sont pas investis de la même façon. Ça veut dire? Et beh, là, le corps physique n'est pas très investi pour la personne autiste et c'est plus dans l'astral qui se retrouve. Donc, il est dans un ailleurs par rapport au reste et presque, oui, c'est comme si ça l'intéressait pas d'être dans le physique parce que
ce n'est pas là où se trouve ce qui est intéressant. Je sais pas, c'est comme ça que ça se dit. C'est ça, c'est un manque d'intérêt. Un refus aussi, parce qu'il y a une lourdeur qu'ils ressentent et qu'ils ne veulent pas expérimenter. Et en même temps, si ces personnes sont là dans une incarnation, parce qu'ils sont sur Terre, venus au monde, mais il y a comme si de dernière minute, il y avait un refus. Et donc ça voilà, ça les emprisonne un peu dans un entre-deux. C'est pour ça qu'ils donnent toujours l'impression d'être coupés, divisés, dissociés. Et je vois qu'en fait, leurs corps ne sont pas alignés. C'est en décalage, hein. C'est ça. Et comme il y a de ce décalage, ça se tiraille de tous les sens et les énergies ne circulent pas bien. Et en fait, il y a des parties qui ignorent les autres parties. C'est cloisonné dans ce sens. Oui, il y a une espèce de morcellement où il y a des bouts. Et comme ça se fait par bouts, ça ne circule pas bien. L'énergie de vie presque se peine, ça c'est ralenti. Et alors, comme ils ne voulaient pas justement être bloqués dans la matière, en définitive, ils sont quand même bloqués hein, dans quelque chose qui est douloureux. Bien. Observe et décris ce que tu perçois ou visualises sur le comportement des neurones chez un sujet autiste. Est-ce que tu peux répéter la question? Observe et décris de ce que tu perçois ou visualises sur le comportement des neurones chez les autistes. Les Le, neurones. ah, Neurones. le Neurones. comportement Des neurones. néron? Dans le C'est système nerveux. Neurones. Neurones. neurone. Oui. Alors, ben, en fait, il y a des connexions qui sont hyper rapides. Donc là, il y a le message neuronal, il va très très vite. Et il y a d'autres parties, que celles qui ne sont pas activées, où c'est très ralenti, voire inexistant. Donc il y a un grand déséquilibre et ça fait une surcharge d'un côté et un vide de l'autre. Donc c'est ça que je vois, une partie donc vivante presque et une partie qui est morte. Et comme les parties qui sont activées sont en surcharge, puisque ça ne se répartit pas dans tout le système nerveux central, ça fait comme des surcharges, comme un compteur électrique là, qui pète. C'est pour ça que ça peut évoquer aussi des espèces de crises épileptiques où il y a des convulsions. Et les messages même envoyés au reste du corps dans la régulation des fonctions entre les organes ne se fait pas correctement. Une partie morte sur le plan physique. Le cerveau, puisque c'est l'activité neuronale Mhm. où je me retrouve là. Mhm. Alors c'est quand même douloureux parce que voilà, là je vois une personne autiste qui est en crise, qui se tape la tête. Se tape la tête parce que ben là c'est trop et il y a pas de ça prend pas sens. En fait, elle sait pas quoi faire de tout ça. En plus, comme elle n'arrive pas à se faire comprendre par,
les autres personnes, parce que comme le langage est parfois bloqué, elle peut pas échanger et se sent seule, isolée, enfermée. Alors ça, c'est pour des autistes avec déficience intellectuelle. Autrement, là, je vois aussi des autistes très intelligents. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle autiste pour la majorité, ce sont des personnes qui ont des troubles du contact et de la relation, mais en même temps, c'est pas du tout le même profil. Alors, les personnes qu'on dit à haut potentiel, autistes à haut potentiel, là, je vois plus une harmonie dans l'activité neuronale. Ça se diffuse mieux, sauf que là aussi, il y a toujours des parties très, 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 très actives, très, très dynamiques, qui fait que, en fait, cet ensemble a, alors comme si ces personnes-là développaient plus de capacités au niveau du système nerveux central que ne le font les autres personnes. Quand on dit qu'on n'utilise que 5 ou 10 je ne sais pas, de notre capacité au niveau du cerveau, les personnes autistes à haut niveau vont savoir et pouvoir en développer davantage. Là, ça peut monter à 25 30 sauf que ça les décale complètement et c'est pourquoi ils sont vus aussi comme des êtres bizarres. Alors qu'en fait, ils sont dans quelque chose de plus juste. Mhm. Intéressant. La question suivante. Comment la partie subliminale des sujets autistes perçoit-elle le contact avec la réalité? Alors la partie subliminale a du mal à connecter le corps physique puisque le trajet n'est pas fluide et comme il y a pas ces alignements de corps, ça dilue. En fait, je vois comme s'il y avait des bouts qui se détachaient ou qui se coupaient. Donc il y a vraiment une unité qui manque et ça se disperse, ce qui fait qu'il y a des petits bouts qui sont emportés, et là, ça me redonne le mot de morcellement. Et comme il y a pas de connexion, donc de communication possible, c'est compliqué, et ça crée, quand même de la souffrance, hein. Pour la personne autiste, alors que ce soit à haut potentiel, ou pas, il y a de la souffrance. Parce qu'il y a de la compréhension, il y a des sentiments comme ça de rejet, d'isolement, de solitude. Ok, bien. Y a-t-il des différences entre les phases de rêve d'un être humain sans et avec trouble de spectre autistique? Oui, non, en partie. Oui. Lesquelles? Quelles sont ces différences? Alors, une personne autiste qui rêve, en fait, ne perçoit pas
peut-être comme si elle était toujours dans un rêve ou dans une réalité. En fait, il n'y a pas de séparation. Même quand elle est à l'état de veille, ce qu'elle voit autour d'elle ne le voit pas comme nous. Ce soit les contours, les formes et même les couleurs. Parfois, les couleurs ne sont pas les mêmes. Parce que les sens ne sont pas sollicités de la même façon. Même les bruits, les sons, ça ne s'entend pas pareil. Intéressant. Les personnes autistes, quand elles regardent, elles voient aussi, c'est pour ça peut-être qu'il y a pas les mêmes formes dans le sens où elles voient des vibrations, elles voient les énergies. Et alors, c'est pas les formes, ils ne discernent pas les formes d'objets humaines. Ils ressentent davantage. Ils ressentent, ils sentent les odeurs aussi. Quand on dit sentir quelqu'un, c'est sur tous les plans. C'est les odeurs, le, le, le rayonnement vibratoire, la, la couleur, dans, à travers les sensations de tout le corps, en fait. C'est pour ça que les personnes autistes ne regardent pas dans les yeux, mais vont s'approcher pour sentir. Voilà, il y a des mouvements comme ça, ils s'approchent pour sentir le rayonnement. Ça leur permet de se situer et de percevoir à qui ils ont affaire. Mhm. Oui, donc par rapport aux rêves, eh bien, ça se passe pareil, hein. C'est pour ça que ils ne discernent pas ce que nous appelons rêve et réalité. Pour eux, ils passent d'un espace à un autre, peut-être sans transition ou sans faire de séparation. Alors ça, je précise, c'est pour les personnes autistes qui n'ont pas forcément accès à, au langage pour que nous on décode ou qu'on comprenne. Ils ont leur langage. Et pour les personnes autistes de haut niveau qui s'expriment très très bien, qui ont d'ailleurs un niveau de langage très élevé, très élaboré, parce que leur réflexion, elle est très structurée, très construite. Et là, je vois plein de ramifications, il y a énormément de liens et ça se diffuse très très bien. Alors, pour ces personnes-là, rêver, c'est très limpide. Donc ils peuvent se souvenir très bien de leurs rêves, les vivre, vraiment intensément et là, c'est comme si c'était encore plus, la réalité que le réel. Et en même temps, elles ne vont pas oser, forcément raconter ces expériences-là, de peur qu'on les prenne pour, des malades, mentaux. Il y a toujours la peur du jugement, même si sur un certain plan, ça ne les touche pas. Et pourtant, à force d'être, parmi, les autres personnes, il y a une forme d'inhibition pour être dans une norme, ou ce qu'on croit être la norme. Mais en fait, comme si ces personnes-là étaient plus dans la norme que nous ne le sommes, dans le sens de là où vers là où l'humanité, va évoluer de toute façon.
Parce que c'est vers ce chemin qu'on va tous en développant de plus en plus des facultés. Ouvrir davantage nos sens. Mhm. Bien. Mais pourquoi est-il une augmentation du nombre de diagnostics de troubles de spectre autistique au cours des dernières années? Ah mais c'est ça, c'est parce que l'humanité doit aller dans cette direction de s'ouvrir, se déployer, c'est une transformation liée à tout un ensemble, on change de paradigme, on change, donc de fonctionnement, une modification même de l'ADN, un processus, vers lequel on doit tous aller. Maintenant, bien sûr, il y a des différences individuelles, il y a aussi des résistances individuelles, il y a des choix, enfin, je pense que c'est lié au libre arbitre, aussi, même s'il semble minime, hein, ce libre arbitre, mais et c'est une temporalité vécue par chacun. Donc ces personnes, autistes, beaucoup maintenant dans les nouvelles générations, des enfants qui naissent avec des capacités, des comportements ou des attitudes, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas, gérer, parce qu'il n'y a pas encore, suffisamment de connaissances ou de, prise de conscience et donc d'adaptation pour les accueillir. Alors, nous devons nous adapter, mais on demande aussi à ces enfants-là de s'adapter parce qu'eux, ils savent ce qu'il y a à faire et ils, le font naturellement. Comme s'ils voulaient aller vite, mais oui, peut-être parfois ils veulent aller vite pensant que c'est déjà tout installé. Sauf que il faut encore plus de personnes comme ça pour que ça se diffuse mieux et ainsi on va vraiment basculer vers un autre fonctionnement, une autre dimension, c'est-à-dire un autre paradigme, une autre humanité. Mais évidemment, ça peut s'étendre sur, plusieurs, centaines, milliers d'années, mais enfin ça prend ce chemin. Bon, j'entends cristal, peut-être que c'est lié aux enfants cristal, qu'on appelle cristal, c'est-à-dire qu'ils ont une vibration cristalline et comme on ne peut pas les mettre dans le cadre, actuel de, de l'éducation, de tous les systèmes de socialisation, déjà au sein de la famille avec les repères, que l'on a, c'est compliqué parce que ces enfants-là ont des connaissances, des savoirs, des, capacités que leurs parents n'ont pas, donc ça crée une forme de dissonance. Ça peut créer des crises et des conflits dans la famille, ce qui fait qu'on va désigner l'enfant comme étant atteint de troubles, alors qu'en réalité, en soi, ce ne sont pas des troubles, ce sont juste, des autres fonctionnements, une évolution de fonctionnement que les parents ne savent pas décoder. Alors comme il y a cette dissonance, hem, voilà, en fait, ça amène à plusieurs, champs. C'est-à-dire que si ces enfants-là ont une connaissance, ça risque d'inverser aussi l'ordre des générations, défie les adultes et c'est pour ça que ça crée des crises. Donc de plus en plus, il y aura, oui, dans les nouvelles générations, des enfants, de cette nature.
et à un moment, on va arrêter on va trouver un autre nom, hein, parce que c'est vrai que le terme autiste paraît, péjoratif. Ils sont stigmatisés, mais on va savoir de mieux en mieux les accueillir et les élever parce qu'il y a aussi, cette nécessité de les élever. Tu vois ça plutôt comme un phénomène naturel au niveau de Galaxie ou l'apparition de ces enfants? Alors, pas qu'est-ce qu'on appelle naturel? Ça veut dire qu'elle Heu, n'est pas induite par l'être humain, c'est ça que, c'est avec ce sens-là. alors, il y a ce processus qui est naturel et en même temps, parfois, c'est forcé parce que, heu, ça peut faire appel aussi à l'intelligence artificielle. En fait, voilà, quand on dit spectre autistique, c'est vrai que ça ouvre une palette très élargie. Il n'y a pas, une seule forme d'autisme, c'est, multifactoriel et Mhm. puis, beaucoup de manifestations. On ne peut pas comparer un autiste à un autre et c'est là qu'il s'agira de discerner aussi les, les éléments ou les paramètres. Parce que, je suis emmenée dans un laboratoire où il y a des recherches ou des expérimentations pour, développer. Là, c'est pas naturel dans ce cas. C'est plus, ouais, on fait des essais. Et ça va se diffuser ça. Ah oui, c'est ça, là encore, ça se diffuse, par différents vecteurs, médicaments, vaccins, alimentation, pollution de l'air. Ouais. Alors cette partie-là donne des personnes très atteintes. Là, ce n'est pas naturel, hein. Ah, c'est pour ça que ça donne des autistes, qui présentent des déficiences et là, je revois un cerveau, d'autiste où il y a une partie vivante et une partie morte. Comme ce n'est pas naturel, ce n'est pas à l'équilibre. Alors que si je m'attache à la personne, autiste au potentiel, là, c'est naturel et là, la différence. Ah. Les enfants haut potentiel, on peut considérer comme un spectre autistique, c'est bien ça? Oui, en fait, ça après c'est des histoires de sémantique parce qu'on les nomme de cette manière, mais oui, ils en font partie, dans le sens où ils ont des troubles du contact et de la relation et de Mhm. la communication. Ils ont un très bon niveau de langage, une mentalisation très élevée, une réflexion, efficace Mhm. et aussi une capacité à élaborer, à structurer, ça va très vite. Mais c'est plus équilibré dans le sens où ça se diffuse, et se ça fonctionne, en unité quoi, enfin de manière unifiée et là, c'est naturel parce qu'il n'y a pas de partie, atteinte. Sur le plan physique? Sur le plan physique, atteinte dans le sens, morbide Mhm. ou dégénérée. Je l'ai rêvé.
C'est très intéressant de cette information. Bon, j'ai une autre question. Selon de plus en plus d'études scientifiques, les bactéries intestinales pourraient contribuer à des symptômes de type autistique. Regarde le microbiote intestinal des sujets atteints de troubles spectre autistiques. Que perçois-tu? Que visualises-tu? Alors, je perçois que c'est l'ensemble qui est perturbé. Là, le microbiote, oui, les bactéries, oui, elles ne se développent pas correctement. Elles sont mutantes. Alors, je dis mutantes parce que je les vois avec des formes qui ne sont pas leur forme d'origine. C'est comment? C'est pas harmonieux, ça pique et donc ça déstructure tout l'ensemble. Mais c'est la conséquence aussi, de ces dérèglements provoqués, de ces expérimentations malheureuses, de ces essais qui donnent des aberrations. Et c'est pour ça que c'est hors contrôle. Donc forcément, ça atteint les neurones, au niveau intestinal, au niveau du corps, du cerveau, puisque le corps est dans un fonctionnement toujours interconnecté, toutes les parties, et bien évidemment, ça impacte sur les fonctions vitales. Alors, certains organes sont malades, peut atteindre le cœur, malformation cardiaque, le foie, le poumon aussi, partout en vrai, le cerveau bien sûr, et qui active la motricité, la coordination. Voilà, c'est clair que tout l'ensemble est en altération. Et ça modifie tous les rythmes. Parfois, dans le développement, c'est très lent ou c'est très ralenti ou même c'est stoppé. Et puis à d'autres fonctions, c'est très rapide et donc ça dégénère très vite, ça se décline très rapidement. Alors ça donne un ensemble disharmonieux. C'est pour ça que parfois les personnes autistes ont des capacités dans des domaines et puis des handicaps dans d'autres, quand on les voit. Et ça atteint tellement l'ensemble que ça se marque sur l'ensemble du corps. Il y a des déformations corporelles. Il y a une structure, enfin l'équilibre ne se fait pas. Là, je vois que le corps, il est un peu rabougri, abîmé. Et forcément, le visage, comme il n'est pas sollicité, les expressions du visage ne sont pas là. Les traits ne sont pas harmonieux. Et ça touche les enfants HP et d'autres qui, soi-disant non naturels. C'est les deux catégories ou non? Ah non, 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 pas les hauts potentiels, puisque là, Il n'a pas d'influence. Non. il n'y a pas, non. Mhm. Bien.
Non, parce que là, si je me fixe sur le microbiote des HP, je vois pas les mêmes bactéries. Elles ont pas la même forme. Elles n'ont pas la même forme. Mhm. Là, je les vois plus harmonieuses, plus Mhm. lumineuses même. Mhm. Ça peut être que ce microbiote a été modifié par quelqu'un. Mais là, c'est lié à ce que je disais, Modification. tous les poisons hein, qui sont envoyés Ah oui, dans l'ensemble, oui. dans l'ensemble. Oui, bien. Euh, la condition autistique peut-elle être guérie? Oui, non, en partie. Mais ça n'a pas besoin d'être guéri puisque je ne sais pas si c'est une maladie. Alors, pour les hauts potentiels, non, c'est pas une maladie, donc ils n'ont pas à guérir, il n'y a rien à Mhm. guérir. Mhm. Pour les personnes qui présentent vraiment des handicaps, que ce soit légers ou lourds, handicap physique, moteur, psychique, mental, là, non, non. Parce qu'il y a des atteintes plus ou moins profondes et c'est presque irréversible. Mhm. Non, parce que si on cherche un remède, je vais dire chimique, ça, ça accentue encore plus les troubles. C'est pas bon. C'est en fait rajouter du poison à du poison. Maintenant, le travail énergétique, on peut les soulager, soulager les souffrances, leur permettre de se réaligner au mieux. Là, c'est plus des soins énergétiques. Là, ce n'est pas la médecine allopathique, mais plus la médecine holistique Mhm. pour harmoniser, parce que c'est vraiment une histoire de dissonance pour les aider, pour donc permettre au corps subtil de à peu près de se remettre voilà, correctement, parce que il s'agit aussi d'enlever la peur. Il y a énormément de peur et ce sont le corps physique est comme il n'est pas très investi, eh bien, il laisse la place aux énergies négatives, donc la peur, l'angoisse, la panique, la violence, donc en leur permettant oui, ouais, ouais, c'est vraiment ça, le réalignement pour faire circuler l'énergie vitale au mieux et innerver donc des zones, qui, étaient délaissées et surtout ancrées dans un corps physique pour, et là je vois que les chakras, racines sacrées peuvent, être voilà, nettoyés, décrassés Mhm. pour les remettre en mouvement, mouvement plus voilà, plus régulier, et ainsi ça va se diffuser, sur le reste du corps, permettre aussi, au plexus solaire de s'ouvrir, parce que sinon c'est très alourdi, c'est caché, enfin c'est, comment? C'est pas que c'est verrouillé, c'est, hem, mis sous cloche. Voilà.
Donc, il s'agit de davantage se tourner vers ces soins-là liés au vivant, au naturel. Bien. Une personne autiste est-elle plus exposée aux interférences externes? Oui. Tu peux approfondir ce que tu peux visualiser ou... Ah ben, comme la personne n'est pas dans son corps, c'est libre. C'est libre pour d'autres entités. Donc, qui sont contentes d'avoir un corps et simplement d'être nourries à travers ce corps. Donc, ça leur est égal que ce corps, bon, le corps, il fonctionne du moment qu'il fonctionne avec le minimum, ça leur suffit. Ils n'ont pas besoin d'avoir un corps performant, très équilibré, très épanoui. D'abord, ça les intéresse pas. De développer, euh, de développer la vie parce que sinon ça amènerait trop de lumière. Donc ils ont ce corps et ça leur va. Et comme ils ont pris la place, ben, la personne autiste, elle reste au-dessus, un peu ou à côté. Donc si on ne l'aide pas à chasser ces interférences, c'est sûr qu'elle ne pourra pas se réaligner, hein. Et c'est possible pour Ah, c'est le... possible, hein. Ah, c'est possible parce que là, on me remet les soins holistiques, Ok. énergétiques, magnétisme, euh, aussi en termes d'alimentation, en termes de stimulation aussi du corps. Presque il faut persuader ces personnes que leur corps a de la valeur, il est précieux et que c'est à travers l'incarnation totale et complète dans leur corps que les souffrances vont cesser. Parce qu'en fait, plus elles souffrent, plus elles croient que c'est à cause du corps et qu'il faut vraiment en partir au plus vite. Ben non, parce que quand même, elles sont rattachées à ce corps. Il y a cette incarnation, donc il s'agit de la vivre jusqu'au bout. Et le message, c'est le corps est précieux, il faut en prendre soin, c'est un espace sacré et qui permet d'atteindre le bonheur. Ah, c'est pas le bonheur le bon mot là. La plénitude, l'équilibre, la vie, le naturel, ce qui est dans la norme. Tu vois, je vois ça. Il faut que ce soit clair, voilà. Et leur comportement bizarre, les autistes, est-ce qu'on peut considérer ça comme une expression des interférences ou non? Ça veut dire que les interférences qui possèdent leur corps, qui Alors, il y a les deux. Il y a prennent le les pouvoir. interférences qui ne veulent pas qu'on s'occupe de la personne parce que sinon, elles seront chassées. Et puis, il y a aussi la personne elle-même qui, qui réagit, qui réagit parce que elle se sent incomprise, enfermée, rejetée. Parce qu'en fait, elle sent comme elle perçoit autour d'elle les énergies négatives, enfin toutes les énergies avec intensité. Donc, quand il y a des énergies négatives, elles les perçoivent aussi très bien. Et même si il y a en face quelqu'un qui arrive
avec le sourire, avec des mots calmes. Mais si intérieurement c'est très agité, la personne autiste le sent et n'en veut pas. Mhm. Il faut que ça passe de cœur à cœur et pas parce que de mental à mental, il y a de l'incompréhension. C'est presque pas le même langage, donc ça Mhm. ne se comprend pas. Alors, c'est pas que en tant que telle, la personne autiste soit violente, elle n'est pas violente. C'est là aussi l'expression de souffrance. Il y a des angoisses, on la voit paniquer parfois parce qu'elle ne sait pas se faire entendre. Elle ne peut pas se faire entendre et presque elle ne comprend pas pourquoi on ne la comprend pas. Mais en même temps, elle-même ne comprend pas les autres. Donc ça renvoie toujours à, un enfermement, dans une cage, et c'est pas, c quand quelqu'un arrive en face de la personne autiste par devant, il y a une, peur, panique. C'est vécu comme une attaque. La peur de la part de l'autiste. Il a peur. Oui, la personne, autiste a peur quand on arrive, en Mhm. face d'elle, c'est ça, et c'est pourquoi il faut vraiment que ça passe par son corps. C'est à travers les messages que le corps va recevoir que ça peut remonter jusqu'à la personne. Alors c'est bizarre parce que c'est comme s'il fallait presque, à chaque fois la rattraper par les pieds. Pas ses pieds physiques, hein, mais elle, hop, il faut la remettre, il faut remettre, complètement dans son corps. Parce que, la personne autiste n'y est pas, hein, dans son corps. Mhm. Est-ce qu'ils ne sont pas dans l'état entre deux incarnations? C'est pas ça? Non, C'est différent. non, il y a pas 2 incarnations. Entre deux incarnations. Non, Entre les deux. Non. non. Bien. Oui. Hmm. Je te propose d'aller chercher dans l'espace éthérique une personne atteinte de l'autisme. Rentrer dans le contact télépathique avec lui. Est-ce que tu arrives? Tu vois quelqu'un? Là, je vois un petit garçon, il a 10 ans. Mhm. Il fait quoi? Où est-il? Je vois dans sa famille, je vois qu'il tourne en rond. Il fait plein de gestes, de mouvements, il se balance. En fait, voilà, c'est ce qu'on appelle les stéréotypies. Son corps se balance, mais sa partie, éthérique le regarde. Oui. Est-ce que tu peux détecter à quel moment de sa vie il est devenu autiste? Depuis toujours ou il est arrivé en étape qui lui mis dans cet état? Alors, je le vois dans le ventre, il y a un fœtus, il pousse tranquillement. Après, au moment de la naissance, il veut plus. Il veut s'en aller,
Mais il peut pas, parce que je vois la maman qui expulse le bébé, et donc bah, il est attaché à ce corps. Et en même temps, il recule. Alors, il veut plus parce que c'est trop difficile. Dans cette famille, c'est difficile. Il pensait y arriver, à aider, mais non, parce que ça crie, il veut pas entendre. Donc il se bouche les oreilles, il se met dans un coin. Il se tape. Là, les parents viennent vers lui, l'empêchent de se taper. Pendant que les parents l'empêchent de se faire du mal, ils se disputent pas. Et si tu recules dans le temps, quand il était encore dans le ventre de sa maman, est-ce qu'il en avait un facteur qui a déclenché cet état ou pas? Alors je vois que dans le ventre, il y a un produit qui se diffuse. C'est jaune, et ça passe, sur le bébé, hein, dans le cordon ombilical, ça va aussi dans le liquide amniotique, donc ça imprègne, tout son corps, passe par sa peau et ça va perturber, son développement. C'est quoi cette liquide-là? On peut l'identifier? Heu, alors je vois une mère qui boit, elle boit de l'alcool. Hmm. Ouais, et bah, c'est un poison. Elle fume beaucoup. Elle a des pensées noires qui se diffusent aussi. La tristesse. Alors à la fois elle pleure beaucoup, à la fois elle s'énerve beaucoup. On voit qu'il tape son ventre, comme si elle n'en voulait pas. Mmh. Ok, c'est ça le facteur déclenchant. Bon, déconnecte-toi de cet enfant. Donc, Mmh. est-ce que tu peux trouver une autre personne dans l'espace qui a développé cet état euh, après, pas directement à la naissance, qui était lié à d'autres facteurs, quelqu'un qui était sain et puis son état a changé. Là, je vois un homme, peut-être trentaine d'années. Il Mhm. est, dans un centre et quand je le vois petit garçon, il va bien. Il a été bien accueilli par, sa famille, ses parents, attendu, choyé. C'est un beau bébé, mais c'est a alors je vois qu'il est vacciné. Après, et là, ça va pas. Son développement, est perturbé parce que le vaccin a diffusé des choses, là, en fait, pareil, je revois ce liquide jaune qui se diffuse, dans le corps et qui vient perturber, Ça cause un ses poisonnement. fonctions. C'est un empoisonnement. Alors ça se montre d'abord par, il a des convulsions.
Il a de la fièvre, on l'emmène aux urgences, il a des examens, et on dit aux parents il fait de l'épilepsie. Parce que le cerveau a des activités, a une activité voilà, disharmonique, et c'est ça qui reste comme diagnostic. C'est parce que il a eu de l'épilepsie petit, et donc on donne des médicaments, sauf que les médicaments, ben, pour calmer l'épilepsie, alors disons que ça calme une partie, mais bah, on continue à diffuser du mauvais parce que c'est pas la réponse qu'il fallait. On n'avait pas trouvé la vraie cause, et ainsi il grandit, il multiplie les passages là par des spécialistes, des médecins, et là il comprend pas, et il s'enferme, et comme ça il devient un adulte. Quand même il parle, hein, il a appris à parler, il sait parler un petit peu puisque dans les premières années, son cerveau fonctionnait bien, et il y a une partie de lui qui est irrémédiablement perdue. Il avait des dégâts irréversibles. Oui, donc au fil des années, il s'est résigné et il est comme ça. Mais surtout, il voit les parents qui souffrent beaucoup, qui se sentent coupables. Lui, je le vois pas faire de crise forcément. Au contraire, il fait en sorte de pas embêter ses parents, d'être calme, tranquille. Mais ça l'a rendu craintif à force de ne pas réagir, et comme il a peur, il se renferme encore plus, il est inhibé, donc il a renoncé à interagir avec les autres. Il répond à peine quand on lui parle, même s'il sait parler, mais il apprécie d'être dans des activités solitaires. Il aime regarder les trains, il peut lire là, des magazines, des livres, des documentaires, la mécanique, et en fait, il dit: «Mais il faut qu'on me laisse tranquille. Je vis ma vie tranquillement, on me laisse tranquille et je laisse tranquille». Il attend, il attend que ça se passe, que sa vie passe. Ok. Déconnecte-toi de cette personne, Caroline. Ça va? C'est fait? Ouais, Bon, je pense qu'on a fait une belle enquête. On va rentrer petit à petit. Je te demande, s'il te plaît, à remercier tous et tout qui nous a permis de mener cette enquête. ouais. Bien. Je vais commencer maintenant les comptes. Je vais compter de 1 à 5. Et tu vas te déconnecter de tous et tout. Et on va rentrer. 1, 5. Tu peux ouvrir les yeux, Caroline. Comment ça va? Ça Comment est-ce va? que tu te sens? Ah, ça va bien. C'était intéressant cette enquête. Mmh. Ouais, Voilà. Je te remercie, toi. Et merci. je remercie également tous et toutes qui ont participé à cette enquête. Je souhaite à tout le monde une très agréable soirée et on se verra pour les prochaines investigations. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché?
Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.